Ça, je mets là. Okay. Alors, notre troisième intervenant, qui est une intervenante, va illustrer un aspect un peu différent des travaux qui peuvent être conduits, à savoir l'apport des nouvelles techniques et d'autres disciplines telles que la chimie, la physique, dans le travaux conduits par les archéologues et les égyptologues. Alors, pour la présenter, donc, Anita Quiles est responsable du pôle archéométrie de l'IFAO depuis 2014. En ce qui concerne son parcours, elle a soutenu sa thèse de doctorat en physique à l'Université Paris Diderot, au laboratoire LMC 14 du commissariat à l'énergie atomique de Saclay, en septembre 2011. Elle est titulaire d'un master en égyptologie de l'Université Paris-Sorbonne qu'elle a obtenu en septembre 2010. Tout ça, c'est très précis. Alors, elle s'est intéressée d'abord à la physique nucléaire, qui a été son premier sujet de recherche, avant d'étendre ses travaux au domaine de l'archéologie. Ses recherches en archéométrie portent principalement sur la datation et la modélisation de chronologies complexes, en mêlant une approche conjointe de l'archéologie et de ses compétences sur la civilisation égyptienne. Donc, elle a travaillé sur le paléolithique supérieur et elle s'est notamment occupée, elle a participé à la datation d'un site qui est extrêmement connu, dont vous avez tous entendu parler, la grotte Chauvet. Voilà, donc elle va nous présenter un petit peu plus en détail son travail. Donc c'est bon. Donc merci à tous et bonsoir. Merci d'abord pour votre présence si nombreuse ce soir. Et je vais donc au travers de cette communication vous présenter les projets de recherche qui sont portés par le pôle archéométrie de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Et donc en guise d'introduction, permettez-moi tout d'abord de revenir sur la définition de l'archéométrie. Donc au départ, tout d'abord, nous avons un objet. Et cet objet, on peut chercher à le définir au travers d'une esthétique et d'une consistance physique qui va nous permettre de faire le lien entre l'œuvre d'art et l'objet archéologique. Cet objet, il existe dès lors qu'il subsiste en tant que matériau que l'on va chercher à rapporter à un contexte et il va se déterminer par une consistance physique que nous chercherons à restituer à la fois dans des espaces et dans des temps. Il y aura ainsi, et tout d'abord, l'espace et les temps de la matière transformée, de l'objet à fabriquer. Et puis, il y aura les espaces et les temps de l'objet utile, de la matière transformée. Et enfin, nous aurons les espaces et les temps de l'objet historique, de la matière abandonnée. Aussi, pour chercher à restaurer l'unité potentielle de l'œuvre, nous allons tout d'abord essayer de restituer cette bivalence à la fois esthétique et historique de l'objet en tant qu'œuvre d'art, mais nous allons aussi essayer de rechercher, de fixer les espaces et les temps de cette consistance physique. Et c'est finalement cette définition que je souhaiterais donner à l'archéométrie qui se présente comme cette science capable d'interroger l'objet pour le restituer à la fois dans des espaces et dans des temps et qui se veut le vecteur indissociable entre l'objet et ce qu'il représente et nous. Et c'est donc par cette définition de l'archéométrie que s'organise aujourd'hui le pôle archéométrie de l'IFAO qui est rassemblé autour de 3 laboratoires de restauration, d'études des matériaux et de datation par le carbone 14 est constitué d'une équipe de 10 personnes. Donc au-delà des activités de routine qui ont été présentées lors de cette même journée l'année dernière, lors de la conférence du directeur, je vais dans cette présentation me concentrer sur les projets de recherche qui cherchent avant tout à faire dialoguer nos 3 laboratoires. Et en ce sens, notre programme de recherche principal a pour objectif de modéliser une chronologie absolue de l'Égypte ancienne. Car en effet, bien que les historiens s'accordent aujourd'hui sur les grandes périodes de l'histoire égyptienne, il n'existe aucun consensus pour restituer une chronologie absolue précise de l'histoire égyptienne règne par règne. Alors cette difficulté, elle s'explique notamment par le rapport que les Égyptiens anciens entretenaient avec leur temps historique, puisqu'ils avaient pour usage de fixer un événement passé en renvoyant à l'année de règne du souverain concerné. Mais néanmoins, et très vite, s'est posé la question de chercher à rattacher ces temps anciens dans notre propre échelle de temps. Et dès le début du XXe siècle, des propositions ont été faites en s'intéressant à des observations astrales
qui pouvaient être enregistrés dans des textes ou gravés dans les temples, et notamment les levées héliaques de l'étoile Sirius qui ont permis de proposer ce que l'on appelle des datations astrochronologiques. Ainsi, en intégrant au sein des listes de rois ces observations absolues, il a pu être proposé des chronologies, il a pu être proposé de fixer ces chronologies relatives dans des temps absolus. Et puis dans les années 1950, la mise au point de la datation par le carbone 14, qui a été développée par William Libby et qui obtint en 1960 le prix Nobel de chimie pour ses recherches, a ouvert des perspectives nouvelles. En effet, cette méthode de datation, le carbone 14, est applicable à tout matériau organique et la datation d'un artefact archéologique va nous permettre de fixer le temps absolu qui nous sépare de la mort de l'organisme qui le constitue. Donc dès que Libby mit au point sa méthode, il chercha immédiatement à l'éprouver sur des objets égyptiens dont l'âge était a priori connu. Et il obtint pour cela cette célèbre curve of none, cette courbe d'étalonnage, qui a mis en évidence en fait des incohérences entre les dates historiques et les dates C14 et qui a eu comme double effet d'inférer sur la nécessité de calibrer les datations C14, qui est désormais éprouvée et sur lesquelles je vais revenir plus tard, mais aussi et surtout de susciter un doute sur la fiabilité de la méthode dans l'esprit des égyptologues. Néanmoins, des avancées méthodologiques et instrumentales significatives ont rapidement permis d'initier de premiers travaux sur la chronologie égyptienne par le C14 et les résultats des datations obtenues, dont vous avez un exemple ici pour la 4e dynastie, ont de nouveau mis en évidence des écarts significatifs entre les dates C14, qui sont représentées ici en gris, et les dates issues historiques que vous voyez présentées en rouge et en orange. Alors, notre objectif dans ce travaux n'est pas de chercher à favoriser une technique de datation par rapport à une autre, mais bien plutôt de chercher à faire dialoguer les approches historiques et archéométriques dans un même système de pensée, c'est-à-dire de créer des modèles chronologiques capables d'intégrer l'ensemble des informations chronométriques qui sont disponibles. Et l'enjeu va bien au-delà de la seule chronologie égyptienne, puisque proposer une chronologie absolue de l'Égypte ancienne influera par ricochet sur nos connaissances chronologiques de l'ensemble des civilisations du bassin oriental méditerranéen du 3e et 2e millénaire qui sont connues par synchronisme avec l'Égypte. C'est en ce sens que notre projet s'organise autour de 3 axes de recherche qui ont trait à des questions historiques et archéologiques, archéométriques et méthodologiques statistiques. Alors le premier axe d'étude que l'on mène vise à réinvestir les sources textuelles et historiques pour chercher à rebâtir un état dynamique de nos connaissances sur la chronologie relative de l'histoire égyptienne. Il s'agit donc et simplement de recenser l'ensemble des attestations de règne et d'en évaluer la fiabilité, tout en confrontant ces données aux découvertes archéologiques récentes. Cela implique de travailler sur un corpus qui est inhomogène, suivant les dynasties et les règnes, de plusieurs centaines de sources documentaires, annales chronographiques, sources textuelles biographiques, pour finalement proposer ce qu'on va appeler un squelette chronologique qui va restituer la liste des rois et nos connaissances sur la durée de chacun de leurs règnes. Notre projet va aussi impliquer, dans un deuxième temps, de construire un vaste jeu de datation C14 en cherchant à analyser des matériaux organiques a priori associables à un règne ou une période historique précise. Et donc là, j'ai besoin de faire un petit point de méthode sur la datation C14 pour que vous puissiez suivre la suite de l'exposé. Donc, une datation C14, radiocarbone, c'est issu de la mesure physique et rendu par un nombre auquel on va associer une erreur. Par exemple, une date C14, c'est 3000 plus ou moins 30 BP. Mais ces 3000 plus ou moins 30 BP, ce n'est pas un âge vrai. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exprimés dans notre échelle de temps. 3000 BP ne signifie pas que l'organisme est mort il y a 3000 ans. Pour pouvoir convertir ces âges radiocarbones dans notre propre échelle de temps, nous avons besoin d'utiliser une courbe de calibration, qui est cette courbe que vous voyez en bleu. Et la transformation mathématique de l'âge C14 par notre courbe en bleu va nous permettre de définir des intervalles de temps auxquels on va associer des probabilités d'événements. Et c'est sur ces densités d'âge-là, qui sont, elles, effectivement exprimées dans notre échelle de temps, que nous allons pouvoir travailler. Donc notre stratégie dans cet axe de recherche n'est pas de réaliser des datations individuelles et au cas par cas sur tous les sites,
mais bien plutôt d'essayer de construire des modèles chronologiques par site qui vont répondre à l'ambition de l'étude archéologique et qui pourront, dans un second temps, être intégrés dans un modèle chronologique plus large. Je peux prendre pour exemple les travaux que nous avons menés dans l'oasis de Baharia sur la mission de Kasralam dirigée par Frédéric Collin, où l'étude archéologique a mis en évidence une séquence stratigraphique qui s'étend du 1er millénaire avant notre ère au 1er millénaire de notre ère. Et cette étude archéologique identifie clairement une transition climatique qui va d'un environnement vert à des paysages beaucoup plus arides. Et les études à la fois céramiques et numismatiques ont permis de fixer la chronologie relative d'occupation de ce site. Et en parallèle, nous avons pu réaliser plus de 25 datations C14, à la fois sur des charbons et des sédiments qui ont été prélevés en stratigraphie. Nous avions donc un ensemble de données complexes qui étaient suffisants pour pouvoir bâtir un modèle chronologique. Donc sans entrer dans le détail du travail de modélisation, nous avons intégré ces datations C14 suivant leur positionnement stratigraphique, puis nous avons utilisé les données issues de la céramique et de la numismatique pour contraindre nos âges C14. Et ce modèle chronologique nous permet de montrer que cet événement, ce changement environnemental s'est produit entre 133 et 214 de notre ère, et plus probablement durant la deuxième moitié du deuxième siècle de notre ère. Un autre exemple peut être pris avec le site du Wadi El Jarf, dont le contexte chronohistorique en fait un cas d'étude majeur pour un travail de chronologie. Sur ce site, l'ensemble de l'occupation est concentré autour de la 4e dynastie. Et nous avons pu déjà réaliser plus de 25 datations C14, à la fois sur des charbons, des sédiments prélevés en stratigraphie, mais aussi sur des pailles, des textiles ou des cordes. Et l'ensemble des résultats que nous avons obtenus sont rassemblés sur cette courbe de calibration. Et là, vous voyez la difficulté à travailler sur cette période, puisqu'on est sur un secteur très difficile de la courbe de calibration, qui engage à des approches méthodologiques sur lesquelles je vais revenir plus tard. Mais cette étude met aussi en évidence la nécessité, pour construire ces modèles, de travailler sur des matériaux très diversifiés et de mener des études sur des matériaux de qualité différente. Aussi, cela implique d'être en mesure avant de comprendre la nature des matériaux sur lesquels on travaille. En effet, la méthode de datation par le carbone 14 permet de dater la mort d'un organisme. Mais la représentativité de cet événement par rapport à l'événement archéologique qu'on lui associe doit être réfléchie en amont de l'analyse pour pouvoir être intégrée avec justesse dans le traitement de la donnée. L'exemple le plus courant va être par exemple la datation d'une statue en bois. Lorsqu'on date une statue en bois, ce qui est daté, c'est la coupe de l'arbre et pas la fabrication de la statue. En ce sens, pour mener ce type de projet, nous avons besoin de travailler sur de bons marqueurs chronologiques et nos travaux ont en particulier porté sur les ossements et sur les textiles. Car concernant les ossements, par exemple, bien que ce matériau ait une grande disponibilité sur les chantiers, très peu de datations ont été réalisées sur ossements car il est réputé mal préservé en Égypte dans des contextes arides qui effectivement ont tendance à détruire le collagène osseux. Or ce collagène, qui est la protéine de l'os, c'est ce que l'on va extraire pour pouvoir faire une datation carbone 14. La difficulté est donc de pouvoir prévoir en amont, quand on va faire un prélèvement pour datation C14, si cet ossement est datable ou ne l'est pas. Alors pour cela, nous avons travaillé avec des collègues du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et du laboratoire Monaris de Paris aussi, qui ont développé un protocole de caractérisation du collagène osseux par une technique que l'on appelle la spectrométrie infrarouge, qui nécessite moins d'1 milligramme de poudre. Et ils ont montré que les signatures spectrales que l'on obtenait pouvaient être caractéristiques d'un os contenant du collagène ou n'en contenant pas. Notre idée a donc été d'essayer d'adapter ce protocole pour pouvoir le rendre opérant sur site et de s'en servir pour sélectionner les ossements que l'on allait pouvoir dater. Et c'est en ce sens qu'en 2017, nous avons réalisé des premiers tests dans une tombe non royale de la Vallée des Rois dans le cadre de la mission archéologique de l'Université de Bâle dirigée par Suzanne Bickel. Et les résultats qu'on a obtenus ont totalement bouleversé nos a priori puisque ils ont montré d'une part que notre protocole sur site était opérant et donc on était en capacité de qualifier les échantillons datables ou non, mais surtout que dans ce contexte préservé des tombes, et contrairement à ce que l'on pensait, la grande majorité des ossements étaient datables par le C14 parce qu'ils présentaient un état de conservation de leur collagène qui était suffisant. La datation, un deuxième matériau sur lequel nous travaillons, c'est le textile, car il relève un enjeu très singulier.
En raison des conditions de conservation qui, pour le coup, sont très favorables, les textiles sont couramment mis au jour lors de fouilles et on va les retrouver dans des secteurs d'habitat, des centres urbains ou en contexte funéraire, et ils sont associés tout autant à des pratiques royales qu'à des usages privés. La difficulté est que suivant les usages qui en a été faits, ces textiles ont souvent été imbibés de différents produits qui peuvent être liés par exemple à des rituels d'embaumement. Et ces produits qui ont imbibé les fibres textiles, les protocoles classiques de nettoyage utilisés pour le C14 sont souvent pas suffisants pour les retirer. Or ces produits sont potentiellement des contaminants en C14. Pour prendre un exemple simple, le bitume va s'intégrer dans la fibre de textile et il est très difficile de réussir à le retirer en totalité. Or, le bitume, c'est du carbone fossile, donc il va avoir tendance à considérablement vieillir l'âge de nos échantillons. En ce sens, Marie Ferrand a débuté en octobre 2018 une thèse de doctorat dont l'objectif est justement de chercher à développer de nouveaux protocoles d'extraction C14 en cherchant d'une part pour chacun des textiles à essayer de caractériser les produits qui ont pu être utilisés et imbiber les fibres pour ensuite par des études à la fois spectroscopiques, en microscopie électronique à balayage, mais aussi des analyses organiques en chromatographie, pour pouvoir après proposer de nouveaux protocoles de nettoyage pour rendre la datation C14 des textiles juste. Un textile soulève aussi une seconde interrogation car la datation du textile va dater leur fabrication, c'est-à-dire la coupe de la plante. Et donc il est important de pouvoir apprécier, a priori, si ces objets ont été fabriqués pour l'événement archéologique qui leur est associé, ou s'il s'agit d'objets qui ont déjà eu une vie avant d'être placés dans leur contexte de découverte. Alors pour cela, notre idée a été d'essayer de rechercher, à identifier des possibles marqueurs moléculaires à la fois microscopiques et spectroscopiques d'évolution qui pourraient être liés à l'usage de ces textiles. C'est-à-dire qu'à force de les utiliser, on transforme la fibre et on peut retrouver ces transformations dans les signatures spectroscopiques. Pour cela, pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cette année initié des enquêtes de terrain où on a été voir dans le delta en Égypte, on a essayé de suivre l'ensemble de la chaîne de transformation, de restituer la chaîne de transformation de la plante jusqu'à la fibre de lin pour essayer de voir si les contraintes qui sont apportées par la transformation sur cette fibre de lin pouvaient entraîner des modifications dans les signatures spectroscopiques que l'on allait pouvoir retrouver dans des signatures spectroscopiques des échantillons archéologiques et pouvoir à terme les discriminer d'autres signatures d'usage. Ainsi, et par ces approches méthodologiques, contextuelles et archéométriques, durant ces 4 dernières années, nous avons pu réaliser plus d'une cinquantaine de datations sur une dizaine de sites et nous poursuivons actuellement ces efforts. Enfin, le troisième axe de ce projet a trait aux questions d'artefacts méthodologiques et à la constitution d'un modèle d'un point de vue statistique. Et la première question qui se pose concerne la calibration des âges C14. Donc je vous ai expliqué que quand on fait une mesure physique, on obtient un âge C14 et que pour le traduire dans notre échelle de temps, on utilise une courbe de calibration. Cette courbe de calibration, elle a été construite en évaluant la teneur en C14 d'organismes pour lesquels que l'on a pu dater par d'autres méthodes de datation. La difficulté, c'est que pour notre période d'étude, les organismes qui ont été intégrés dans cette courbe de calibration sont des arbres qui ont grandi dans des milieux tempérés. Or, des études récentes tendent à montrer qu'il y aurait de faibles mais significatifs écarts entre des âges mesurés et les âges attendus. C'est pourquoi en 2016, nous avons initié un programme que l'on a appelé Herbier qui vise à chercher à vérifier l'applicabilité de la courbe de calibration INCAL en Égypte. Quelle est l'idée? L'idée du projet elle est finalement simple, c'est d'essayer de voir quelle est la teneur en C14 de plantes qui ont grandi en Égypte et dont on connaît exactement l'année de coupe. Parce qu'en effet, la saison de croissance des plantes en Égypte était nécessairement liée à la crue du Nil. Et cela pourrait avoir entraîné des décalages de croissance en comparaison à des organismes ayant grandi dans d'autres environnements ou dans des environnements différents au sein même du territoire égyptien. Le problème, c'est que depuis la construction du barrage et en l'absence de crue annuelle, les plantes ne subissent plus actuellement ces mêmes effets de décalage de croissance. Et donc, il serait inutile de travailler sur des plantes contemporaines.
C'est pourquoi nous avons recherché des spécimens qui ont été collectés en Égypte au XVIIIe et au XIXe siècle et dont les années et les lieux de collecte sont connus. Et en ce sens, nous avons engagé une collaboration avec l'herbier national du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et nous avons pu réaliser plus d'une trentaine de datations au laboratoire de mesure du carbone 14 à Saclay, dont les résultats sont présentés sur ce graphe. Et ces premiers résultats, bien que préliminaires, vous montrent la teneur en C14 de plantes qui ont toutes été coupées la même année en Égypte, en 1798-1799. Et comme vous pouvez le voir, il y a une tendance qui se dégage, puisqu'ici, ces teneurs sont rapportées en fonction de la localisation géographique en Égypte de la coupe de la plante, et on voit que l'ensemble des plantes qui proviennent de Haute-Égypte, et donc qui étaient à proximité du Nil, semblent avoir une teneur en C14 qui est légèrement décalée de celle des autres organismes. Alors bien sûr, cela ne sont que des résultats préliminaires, mais ces observations ont récemment été corroborées par des études de terrain qui ont été menées en 2018 sur la mission archéologique belge dans la nécropole thébaine qui est dirigée par Laurent Bavet. Nous avons ici réalisé des datations sur des échantillons d'alpha qui sont clairement associés au règne de Ramsès II. Et les résultats qu'on a obtenus, qui sont donc présentés ici en gris, sont ici rapportés à des datations qui ont été faites par le laboratoire d'Oxford en 2010 pour ce même règne, le règne de Ramsès II. Et là, vous voyez clairement que nos résultats sont en décalage avec les dates historiques attendues. Mais si on intègre le décalage de croissance que l'on a vu juste précédemment dans la modélisation de ces âges, alors on est en mesure d'obtenir une densité d'âge pour le début du règne de Ramsès II qui devient cohérente avec l'intervalle de temps historique que l'on attend pour l'ensemble de ce règne. Donc cet exemple cherche à montrer avant tout l'enjeu de ces questions méthodologiques. Enfin et pour finir, une fois rassemblées toutes les données chronométriques disponibles, il reste à pouvoir les faire dialoguer dans un même système de pensée. Il s'agit donc d'être en capacité de décrire un formalisme statistique qui va être capable de coupler des données qui sont hétérogènes et complexes, des données relatives, textuelles, historiques, archéologiques, et des données absolues, des datations C14, des datations astrochronologiques. La difficulté repose sur la qualité de la donnée archéologique. Parce que la donnée archéologique présente trois propriétés. D'une part, elle est subjective, en ce sens qu'on n'a jamais toute l'information disponible sur l'échantillon que l'on est en train de dater. Par ailleurs, il y a toujours un nombre important de paramètres à observer, et surtout, cette donnée n'est pas reproductible. On n'aura jamais la même qualité d'information d'une étude archéologique à une autre étude. Enfin, cette donnée, elle traduit toujours un état des connaissances qui est dynamique, en ce sens que nos connaissances vont continuer à évoluer en même temps que nous allons réaliser nos travaux de modélisation. C'est pourquoi nous avons fait le choix, et sans entrer dans le détail ce soir, d'utiliser la statistique bayésienne qui offre la possibilité de développer des raisonnements plausibles en présence d'incertitudes. Donc en quoi va consister grossièrement le travail de modélisation? Il va falloir rassembler toutes les données dans une même langue, et en particulier l'information archéologique. Il va falloir la traduire sous la forme de lois statistiques qui vont pouvoir représenter avec justesse la qualité de nos informations pour pouvoir la confronter aux dates, à l'ensemble des datations physiques. Alors pour répondre à l'ensemble de ces écueils, nous avons fait appel à des outils statistiques qui sont puissants en collaborant avec des chercheurs du laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université de Paris, et l'ébauche d'un modèle a été développé cette année qui est en phase de test et qui repose sur des techniques MCMC qui a été décrite dans le langage Python. Alors à terme, ce modèle va nous permettre de proposer pour chacun des rois de l'Égypte dynastique, une densité de probabilité d'âge associée à l'accession au trône de ce roi. Et ces densités d'âge, elles auront deux qualités. La première, c'est qu'elles vont rassembler toute l'information chronométrique disponible sur ce règne, qu'elle soit historique, archéologique comme archéométrique. Et la deuxième qualité, c'est qu'elles seront dynamiques, en ce sens qu'on pourra toujours continuer à implémenter le modèle de sorte de faire évoluer ces densités d'âge en fonction des informations nouvelles que le terrain nous apportera. Et en ce sens, nous serons en capacité de construire un modèle chronologique holistique de l'ensemble de l'Égypte pharaonique. Donc pour conclure, j'essayais juste de vous montrer par cette présentation et par ces engagements multiples les projets que nous portons au pôle archéométrie, et de vous montrer que ces projets cherchent avant tout à faire développer une approche intégrée de l'archéologie. À cela peuvent s'ajouter des actions de diffusion au travers des journées d'archéométrie que nous organisons annuellement à Paris, de formation et de séminaires.
Et c'est bien par cet ensemble de projets variés qui touchent à toutes les voies qui sont offertes par l'archéométrie et la diversité de nos collaborations que nous poursuivrons ces travaux les années prochaines. Je souhaiterais simplement et avant tout remercier l'ensemble de l'équipe du pôle archéométrie de l'IFAO, le ministère égyptien des Antiquités, le Centre de recherche et de conservation et le Grand Egyptian Museum qui sont nos principaux interlocuteurs en Égypte, l'ensemble des institutions françaises et européennes qui ont travaillé avec nous. Enfin, finalement et surtout, et même si je pense que ça va peut-être l'agacer un peu, je voudrais avant tout remercier notre directeur, Laurent Bavet, pour le soutien inconditionnel qu'il a apporté au laboratoire pendant ces 4 dernières années. Merci.